Merci beaucoup, Kian. C'est IIBA ou IIBA, je ne sais jamais comment dire, pour l'invitation, la communauté surtout d'organisation. Très content d'être là, c'est des locaux que je connais d'ailleurs. J'ai pu donner des formations ici, donc je connais des gens que j'ai pu former. Qui n'a jamais entendu parler d'expérience utilisateur? Pour qui est-ce encore un domaine auquel vous n'avez pas touché, qui est encore un petit peu lointain? Vous êtes plutôt dans votre domaine BA avec l'UX qui est pas directement lié à votre activité. Existe encore un peu. Donc, pour certains, c'est vrai que c'est un terme qui est utilisé. Pour certains, c'est même assez récent. Et puis, c'est parfois assez compliqué de savoir quoi y mettre ou comment délimiter, enfin cadrer ce concept-là. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va vraiment parler rapidement un petit peu du terme. Hein. Qu'est-ce qu'on entend par UX? C'est ce qu'on entend par une démarche UX? Qu'est-ce que c'est? Et puis surtout, parce qu'il nous intéresse, vu le cadre de cette réunion, c'est vraiment le lien avec la business analyse, là où des activités peuvent vraiment être exécutées conjointement, là où il y a plutôt des spécialisations à respecter, etc. Vous l'avez vu peut-être aussi dans l'ordre du jour qu'on avait prévu en deuxième partie une petite mise en pratique. Ça dépendra du temps qu'on a, mais normalement c'est bien, même si c'est pas super long. Et quand même vous laisser tester une méthode pour vous dynamiser un petit peu en cette fin de journée. Je sais que c'est long, il fait froid, c'est l'hiver presque, etc. Bon, en tout cas, avant l'apéro, il y a une petite. Donc, comme l'a dit Kian, effectivement, ça fait longtemps que je travaille dans le domaine de l'expérience utilisateur avec mes collègues dans une agence basée à Genève qui s'appelle Telono. Ah, il veut plus. Et on couvre vraiment les différentes phases d'un projet, que ce soit la recherche, la stratégie, donc les positionnements stratégiques d'un produit, d'un service, la conception, l'évaluation par des tests, des audits, etc. On intervient sur toutes sortes de systèmes compliqués. C'est vrai que si tu as une application simple, parfois il n'y a pas vraiment des spécialistes UX qu'on va aller chercher. En revanche, dès qu'il y a des enjeux importants, du transactionnel, là, c'est quand même bien de faire les choses bien d'un point de vue UX. Et justement, c'est le sujet de voir qu'est-ce que ça veut dire quand on dit d'un point de vue UX. Vous savez, dans le titre, on parlait de deux mots-clés, hein, on parlait de l'utilité, de l'utilisabilité. Donc, si on se met directement dans le contexte d'un projet, avec des phases qui ressemblent plus ou moins à ça, hein, il y a des trucs avant, il y a des trucs après. Le corps d'un projet, c'est vraiment ces phases-là qu'on trouve même d'ailleurs dans des processus en cascade, autour de l'analyse, de la conception, ensuite l'implémentation. Si on essaie de rajouter de faire le lien de ces deux termes d'utilité et d'utilisabilité avec ces phases, on voit que ça peut être un peu lié aux phases d'analyse et de conception. Prenons l'analyse, qui est quand même votre sujet clé. Est-ce que vous avez déjà entendu ce genre de phrase? Ah oui, l'analyse, on peut la faire. On connaît nos utilisateurs, on connaît nos clients. Ça fait longtemps que je bosse dans cette boîte. Je connais leurs besoins. Pas besoin de faire de recherche d'ailleurs. Il faut aller les chercher, il faut même les payer parfois. Les clients, à la limite, ça va, mais les prospects, on n'a pas de base de données prospects. Donc, où est-ce qu'on va les chercher? Compliqué. Et puis ensuite, on dit non, mais s'il s'agit d'une application métier, on a dans notre comité de pilotage des représentants du métier, donc pas de problème, ils peuvent se faire porte-parole. Souvent, le problème, c'est que ces personnes sont devenues un petit peu plus dans la gestion de leur domaine d'activité, elles sont plus vraiment dans l'opérationnel. Donc, ces personnes-là ne sont pas toujours hyper représentatives des utilisateurs finaux. Donc, ça, c'est un petit peu ce qu'on entend souvent, mais le risque, évidemment, c'est qu'on peut négliger ces besoins des utilisateurs finaux d'encre et donc de livrer quelque chose qui ne soit pas adéquat, parce qu'il y a certes une vision interne, business, métier, mais si on ne la confronte pas aux besoins réels, il peut y avoir une espèce de disconnect. On peut livrer quelque chose qui ne soit pas totalement utile, voire pas utile du tout. Risque de rejet, c'est très coûteux. Et bien sûr, l'autre cas de figure, ce sont les hacks que les utilisateurs vont faire. Hein. Par exemple, vous livrez une application métier hyper complète, hyper chère, et ensuite,
qu'est-ce qu'ils vont faire les gens? Ils vont venir télécharger, extraire des données en Excel pour faire leur petit tableau de bord à côté, parce que c'est ce qui correspond à leurs besoins, à leurs vrais besoins. Ensuite, si on regarde un petit peu la suite du processus, il y a cette phase de conception. D'ailleurs, petite parenthèse, quand on a débuté nos activités il y a bien longtemps, d'ailleurs, Karine ici présente, était première employée. Donc, c'était avant l'agilité et tout ça. Donc, il y avait certes des projets où il y avait des business analystes de l'IT et moins de milieu. En fait, ça, c'est un vrai sujet. C'est pas un sujet pour aujourd'hui. Mais quid de la conception? Est-ce que les business analysts devraient faire de la conception comprise par l'IT? Est-ce que, je vous parle de 20 ans, hein, il y avait des cas où c'était plutôt des gens dans l'IT, front-end, qui disaient « Ok, je comprends les specs, ok, je construis l'interface ». Mais sans qu'il y ait vraiment un rôle élevé de conception. C'est-à-dire des designers qui peuvent être de différents types, hein, UX, designer, UI designer, plus graphique, plus fonctionnel. En tout cas, ça a bien changé, heureusement, mais il y a encore des traces de ça dans les projets aujourd'hui, où des specs sont plus ou moins développés sans qu'il y ait vraiment de réflexion design. Un peu les excuses qu'on peut entendre, c'est que pas vraiment besoin de faire une réflexion design poussée parce qu'il y a plein de trucs similaires qui existent, on n'a qu'à copier un peu les bonnes pratiques, puis ça ira. Je ne vois pas ce que les utilisateurs ne pourraient pas comprendre. Cette interface, elle est évidente. Ce formulaire, ce processus administratif, je comprends pourquoi il n'y a pas de complexité pour moi. On pourra faire intervenir un graphiste plus tard. Effectivement, ça, c'est aussi une mauvaise compréhension de la chose où on rattache la notion de conception de design à quelque chose de plus superficiel, de graphique, et non pas un design de fond. Vraiment, on parle de design fonctionnel, d'architecture de l'information, etc. On verra ça tout à l'heure. Donc là, c'est vraiment le deuxième écueil, le deuxième risque, c'est ne pas traduire correctement ces idées. Et j'aime bien la notion de traduction, parce qu'effectivement, c'est une chose de faire une analyse et d'identifier le quoi, que ce soit par exemple sous forme de user stories, mais ensuite le comment, c'est une autre histoire. Parfois, le comment est assez évident, mais parfois, il y a 1000 façons de concevoir quelque chose qui réponde à une exigence. Donc, en fait, si on ne le fait pas correctement, et correctement veut dire selon des principes UX, ergonomiques, des bonnes pratiques de design, on peut livrer quelque chose qui fonctionne, certes, mais qui est peu ou pas utilisable. D'ailleurs, quand on essaie de regarder un petit peu les similitudes et puis différences entre les deux domaines, il y a quelque chose d'assez évident, en fait. Hein. Si on pose la question, quelle est la différence entre le business analyst et le domaine de l'expérience utilisateur, ce qui est évident, c'est le focus. La réponse est dans la question, en fait. Hein. Business analyse, on voit que le focus est là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'on ignore le user, on est d'accord. Inversement, dans le domaine de l'expérience utilisateur, le focus est plus sur l'utilisateur final. On ne va pas ignorer le business non plus. Donc, c'est vraiment une question de focalisation de l'attention, des méthodes, etc. On verra plus tard que dans un projet bien mené, évidemment, on doit trouver l'équilibre entre les deux. Une autre façon que j'aime bien aussi, dont j'aime bien expliquer la différence, c'est cette vue, c'est un peu pixelisé dans l'article de la Harvard Business Review qui parlait de la façon un peu traditionnelle de faire des projets, qui est très centrée sur l'interne. C'est la vision interne. Donc, on a une vision, on va mettre en place, on va créer des procédures, on a des systèmes, voilà. On va mettre en place des procédures, etc. Et puis au final, la démarche en ligne que je crée, elle causera une expérience. Mais cette expérience, c'est plutôt un effet secondaire de mes décisions prises en amont. C'est causé par ces décisions en amont. En revanche, si on pense de façon vraiment user-centric, on va se poser la question différemment, on va dire, quelle est l'expérience cible que je souhaite créer pour mes utilisateurs? Et ensuite, une fois que j'ai défini ça, on se dit, OK, vu que c'est ça que je veux créer, qu'est-ce que je dois mettre en place en interne? Quel système, quelle procédure, etc. Quel touchpoint? Hein, est-ce que c'est
du web, pas du web, une application métier, etc. Donc, on se pose la question dans l'autre sens. Donc, spoiler alert pour la conclusion, c'est bien un mélange des deux qu'il nous faut. Il y a certes un push, il y a du besoin métier, on a besoin de faire des choses, on a envie de faire des choses, mais on doit quand même confronter ça vers, enfin, par rapport à l'expérience souhaitée des utilisateurs finaux. On peut faire peut-être le parallèle avec certaines applications métiers que vous avez dans vos entreprises. Non, vous ouvrez le truc, il y a plein de boutons partout. Donc ça, c'est un cas où peut-être que ça répond à 100% au cahier des charges. On voit que c'est peut-être un petit peu compliqué à utiliser. On ne sait pas sans l'avoir testé. On peut faire l'hypothèse que c'est peut-être un petit peu compliqué. Il n'y a pas des mises en avant assez claires. Et d'ailleurs, ce n'est pas une coïncidence si je vous montre ça, parce que la discipline de l'UX est basée sur la discipline de l'ergonomie. Et puis, l'ergonomie a vraiment pris son essor avec justement ce type de design, du cockpit, etc., où les ingénieurs ont bien dû se rendre compte qu'il fallait une approche aussi centrée sur l'humain, l'opérateur humain, pour créer quelque chose qui fait du sens. Donc, il y a vraiment cette confrontation, on parle de facteur humain aussi. Hein. C'est vraiment de la psychologie appliquée au design des interfaces. Et quand on parle de l'expérience utilisateur, il y a vraiment deux aspects. On peut vraiment définir l'expérience en tant que telle, donc c'est quelque chose que je vis subjectivement. On parle de perception, de réaction de ma personne, même avant d'interagir avec quelque chose, pendant l'interaction, après l'interaction. Je me souviens, si c'était une mauvaise interaction, une mauvaise expérience, je ne vais peut-être pas y retourner, si j'ai le choix. Parfois, je n'ai pas le choix, parce que c'est mon intranet de ma boîte, donc je suis obligé d'y retourner, ou je peux l'ignorer. Donc ça, c'est vraiment la définition de quelle expérience. En revanche, quand on parle de démarche UX, c'est bien un processus dont on parle. Pas un processus UX, ou autrement dit, un processus de conception centrée utilisateur, avec des principes. On va regarder tous ces principes en détail ici, mais on voit que, d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y avait Norm ISO qui définissait ça, donc c'est quand même quelque chose qui est bien établi depuis très très longtemps. Et il y a certains principes qui sont vraiment clés parce qu'ils guident vraiment nos processus de conception de projet. La prise en compte très en amont des utilisateurs, leurs tâches, leur contexte de travail. Donc, c'est ça qui va nous permettre de prendre des bonnes décisions de conception, parce que si on ne sait pas à qui on s'adresse, ni leurs besoins, leur contexte, leur challenge, on parle de pain points, les points d'enchantement, les points de friction, tout ça. Et en fait, on n'a pas de base, on n'a pas de données à utiliser pour faire le travail de conception. Ensuite, on voit aussi que ce n'est pas un travail qui peut se faire sans les confronter, sans les impliquer. On est obligé de les impliquer tout du long, très en amont, pendant la conception, à la fin de la conception, pendant le développement. On peut toujours, on devrait toujours les impliquer pour s'assurer de l'adéquation de ce qu'on propose et puis leurs besoins. D'ailleurs, l'itération fait vraiment partie de cette approche-là. Donc, évidemment, c'est super compatible avec l'agilité, mais c'est supérieur à l'agilité. Le point 3, il est super intéressant maintenant qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Vous voyez que c'est vraiment un concept ergonomique clé. Se dire, il y a un humain et une machine, qu'est-ce qui fait quoi? Parce qu'on pourrait dire, maintenant qu'on peut faire plein de choses à des algorithmes, en fait, on va tout donner à la technologie. Là, c'est risqué aussi. Donc, en fait, on se pose vraiment la question, l'opérateur humain, une fois de plus, l'humain qui utilise, qu'est-ce qu'on lui donne comme rôle dans cette interaction, dans cette tâche, et qu'est-ce qui peut être donné à une machine. Et puis 5, parlons des BA, mais d'autres personnes, des PO et plein de personnes dans des projets. Par définition, si on veut que le projet fonctionne, on est obligé de travailler en multidisciplinarité, de façon collaborative, on peut parler de co-création, design thinking, etc. Donc, c'est des méthodes qui permettent ces mises en commun de différentes perspectives pour trouver justement cet équilibre. Pour ce qui est de l'implication des BA dans des projets, j'ai trouvé un graphique pas très joli sur le site de IBA France,
qui résume, mais j'ai trouvé intéressant quand même s'il est un peu difficile à lire. Donc, on voit ce pic, hein, forcément, en phase d'analyse, un peu évident. Ensuite, moins en conception, puis de nouveau autour de la vie. Moi, j'ai de la peine à lire un petit peu le deuxième étage. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est vraiment lié à l'étage du dessus. Par exemple, naïvement, hein, avec mon regard UX, je vois le terme de prototypage ici. Il vient là. Je ne comprends pas trop. Alors, je ne sais pas, peut-être c'est défini différemment. En tout cas, j'ai de la peine à comprendre. Toujours est-il que, voilà, on voit qu'en BA, normalement, c'est surtout dans les phases amont qu'on intervient. En phase aval, il y a quelque chose qui nous intéresse aussi, c'est ce test d'acceptation, acronyme en anglais, UIT, ouais, exact. Et puis ça, c'est intéressant parce que pas mal de personnes qui sont assez nouvelles dans le domaine UX disent, du coup, UIT, c'est du User Acceptance Testing. C'est bien tester avec les utilisateurs. Est-ce que c'est la même chose que le user testing, ou le usability testing qu'on utilise en ergonomie, en UX? Oui, non. Non. Ça ressemble, hein, mais c'est pas du tout la même chose. Enfin, pas du tout. Bien sûr, en UAT, on va surtout tester si ça fonctionne. Donc, il y a qualité du code, ça c'est une chose, hein, test fonctionnel, etc. Mais est-ce que ça fait tout ce que c'est censé faire selon le cahier des charges? Et si le cahier des charges, à nouveau, a été rédigé sans prendre en compte la considération vraiment de l'utilisateur final, on pourrait très bien valider des trucs qui disent oui, oui, ça fonctionne, check, 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 mais ce n'est pas une garantie que ça fonctionne pour l'utilisateur final. Surtout que le user testing, pardon, ça on l'a vu, hein, ça se fait tout à la fin. C'est vrai que le user testing se fait très tôt et tout du long, donc il y a plein de moments différents dans lesquels on le fait, et on ne parle pas, alors on peut parler parfois de code final, parfois il n'y a pas de code. Il y a des concepts, il y a des maquettes, il y a du prototypage, etc. On va tester l'adéquation de la solution proposée en termes de cinématique, de langage, de logique de tâche avec le besoin utilisateur. Donc c'est très différent, mais ça se ressemble. Et parfois des gens mélangent. Donc si on regarde un petit peu le processus de conception centre utilisateur qu'on présente ici sous forme de double diamant qui a été, on va dire, enfin, c'est inspiré du double diamant du British Design Council, du Design Thinking également. On voit que dans cette version-là, il y a vraiment deux phases différentes. La première à gauche illustre le focus qu'on a sur la problématique à traiter. À droite, donc c'est vraiment séparé, on a la solution qu'on propose face à la problématique. Et c'est intéressant de voir ça aussi en fonction d'une des premières slides que j'ai montrées, hein, où il y avait l'analyse, la conception, l'implémentation. Donc là, c'est vraiment la phase, on va dire, la grande phase d'analyse, conception, implémentation. Et en anglais, ça fonctionne assez bien de dire the right things. C'est vraiment le quoi, hein. Il faut que ce soit juste. Et ensuite, une fois que j'ai bien compris ça, comment je fais ça au mieux? Donc c'est à nouveau cette traduction des besoins tels qu'ils soient, hein, business, utilisateur, concurrentiel, la traduction vers une solution qui tienne véritablement la route. Donc si on zoome un petit peu dedans, on voit qu'il y a différentes activités UX. On va surtout aujourd'hui, par une question de temps et de focus, parler du losange de gauche. Et je vais passer quelques petites minutes sur celui de droite. Mais on pourra en parler des heures parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à dire en termes de méthodologie, d'outils, etc. Et de collaboration. Mais si on commence par la gauche, donc on voit que la voie du business, évidemment, business analyst, voie du business, c'est votre travail de tous les jours. En UX, on va aussi parler, impliquer des parties prenantes, représentantes du métier, parfois de la direction, etc., pour bien comprendre au fait quels sont leurs besoins, mais aussi déjà un petit peu anticiper l'impact qu'aura ces besoins internes sur l'expérience externe, si c'est de l'externe, ou client interne. Donc, on ne va peut-être pas poser les mêmes questions. C'est vrai qu'en début de projet, si on n'a pas directement accès à la direction, les
partie prenante du projet avec lesquels on aura énormément de contacts sont les business analysts. Ils seront porte-parole du business. Ils disent, voilà, on a décidé d'entreprendre une refonte d'un système de blablabla. Puis voilà notre vision, voilà ce qu'on veut en faire. Donc on doit comprendre déjà quels sont leurs objectifs et pourquoi ils pensent ça. Et nous, souvent, on vient challenger ça en disant, vous souvent dit, vous basez sur quoi pour dire que c'est ça qu'il faut faire? Est-ce que c'est une idée qu'a eu quelqu'un dans votre équipe ou vous avez des données qui prouvent qu'effectivement c'est un vrai besoin de vos utilisateurs et qu'il faut le traiter? Ensuite, point de vue de ce qu'on a en haut, la voie du marché, on parle souvent de benchmark ou de tests comparatifs. C'est vrai qu'en business analyse, ce qu'on voit souvent, et vous le savez mieux que moi, c'est que les BA peuvent être impliqués aussi dans la sélection de solutions informatiques. Imaginons un cahier des charges, il faut que notre nouveau CRM puisse faire ça, 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 ça. Et vous passez en revue différents candidats en disant, est-ce que lui, il le fait? Oui, non, oui, non, oui, non. Et ça, c'est aussi un benchmark, une analyse basée sur la fonctionnalité. En UX, on va aussi parfois faire ça si c'est pertinent. En revanche, on va aussi avoir un œil aiguisé sur le comment est-ce qu'ils le font. Et non pas juste est-ce qu'ils le font. Est-ce que c'est bien amené? Est-ce que la personne est guidée? Quelle est l'aide contextuelle disponible, etc. Donc, il y a aussi le comment qui joue un rôle super important. Donc, il y a des recueils de bonnes pratiques par rapport à l'industrie qu'on peut faire, etc. On peut tester véritablement des alternatives, donc je sais pas, des sites web différents qui proposent le même type de service. On peut vraiment se nourrir de ces données-là pour dire que, voilà, d'un point de vue UX, voilà ce qu'il faut vraiment éviter parce que ça ne fonctionne pas. Puis voilà la direction dans laquelle on devrait aller. On l'a fait parfois pour des clients qui avaient vraiment des projets d'innovation. Donc, ils étaient encore très tôt dans leur projet. Ils n'avaient pas de cahier des charges. Il y avait juste une vision de ce qu'ils souhaitaient faire. Ils ont dit, nous, on souhaite aller sur ce marché. Aujourd'hui, il y a déjà des boîtes qui font ça. Donc, on va commencer par faire des tests utilisateurs sur les sites des concurrents pour apprendre ce que les gens apprécient dans ces sites, là où ils butent, là, ils ont des problèmes, ils frustrent. Et ça, c'est de l'or. Il faut déjà avoir l'idée de commanditer une étude pareille. Ensuite, les données qu'ils ont, ça vraiment à positionner le produit en disant, voilà, ça marche, on le sait, les gens les adorent. Là, attention, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut vraiment trouver sa niche basée sur ces données utilisateurs-là. Évidemment, on va parler de l'utilisateur final, moi, c'est tout à fait bien. Donc ça, il s'agit de méthodes de recherche qu'on peut appliquer à nouveau tout du long. Là, on en parle dans le premier élément. On peut faire de la recherche aussi plus tard, une fois qu'on a des concepts, on peut valider, affiner, etc. On parle de recherche exploratoire, évaluative, enfin, il y a plein de types de recherches différentes. Il y a du quali, il y a du quanti, on peut mixer, on le verra tout à l'heure aussi. Et le but ici, c'est vraiment d'apprendre qui sont ces utilisateurs, c'est-à-dire ces catégories d'utilisateurs qu'on veut viser. On parle de personas, il y a des personas utilisateurs et non pas des personas clients. Il y a une différence. Le marketing utilise aussi le mot persona pour vraiment bien comprendre leur contexte, leurs besoins, leurs attentes, etc., pour pouvoir nous aider dans la prise de décision sur ce qu'on veut mettre dans cette application, dans ce site, etc. Le dernier point, il est important aussi. Parfois, quand il s'agit de procédures, de processus, il y a quelque chose qui est un petit peu, ce qu'on appelle en ergonomie, l'activité prescrite, c'est un peu la règle. S'il y a ce cas-là, l'opérateur ou le gestionnaire, il est censé faire ci, ça, 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 ça. Puis il y a une procédure qui est décrite. Et quand on fait, nous, la recherche terrain, l'observation, on se rend compte qu'en fait, la façon dont travaillent vraiment les gens est légèrement différente. Donc, c'est ça qui nous intéresse. Parce que si on veut être pertinent, une fois de plus, avec la solution proposée, il faut qu'on s'intègre au mieux dans leur processus de travail, plutôt que d'imposer une façon de faire qui est pas adéquate.
comme on l'a dit, soit les gens rejettent, ou ils hackent le truc, ils l'utilisent pas vraiment, puis ils prennent des bouts et puis font des trucs de leur côté. Donc là, le customer, hein, pour soit clair, c'est vraiment le end user, pour éviter ce genre de cas. Le client à gauche, c'est le client qui achète, et puis le user à droite, c'est le end user qui consomme l'expérience. Donc, c'est pas exactement la même chose. Et d'ailleurs, il y a ça dans certains cas aussi en entreprise, hein, où les gens qui choisissent des logiciels ne sont pas forcément les utilisateurs finaux. Donc, si ça se base, donc, comme dans mon exemple, uniquement sur une espèce de benchmark de cahier des charges, est-ce qu'il le fait? Oui, 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 tiens, on prend ce logiciel, boum. Peut-être que ça ne correspond pas vraiment aux besoins fonctionnels. Ça correspondra, oui, mais peut-être qu'en termes de fluidité de prise en main, d'utilisabilité, de satisfaction globale, là, ça peut pêcher. Donc, quelques éléments pour illustrer un petit peu ce qu'on veut dire par recherche utilisateur dans cette phase amont. Là, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a une boîte à outils énorme de méthodes qu'on va pouvoir déployer selon les besoins du projet. Donc, on voit déjà que les méthodes qui sont plus qualitatives ou plus quantitatives, on aime bien, nous, le comportemental plutôt que juste des gens qui vont exprimer des choses, on va dire, dans je sais pas, dans des questionnaires ou dans des entretiens, on leur pose des questions puis ils vont nous répondre. Et ça peut être hyper biaisé, parfois même un peu difficile, tandis que le comportemental est beaucoup plus fiable. C'est la grande distinction entre ce que les gens disent et ce que les gens font. On est très conscient de ça. Donc, ayant cette connaissance méthodologique, on va assembler soit une méthode, mais souvent on parle de méthode mixte. On va dire, tiens, on va faire un petit peu de ci, un petit peu de ça, croiser, trianguler, pour bien comprendre, bien mapper, bien cartographier un domaine, pour mieux comprendre en fait quels sont justement ses points de friction, ses besoins. Voilà des exemples hein, de méthodes, on ne va pas les regarder en détail, mais vous voyez qu'on a ça et plus sous le coude. Il n'y a pas juste une recette magique qu'on applique dans chaque projet. Toujours sur du temps, du budget. Qu'est-ce qu'on connaît déjà? Quelle est la confiance qu'on a dans les données? Peut-être qu'on a des données très récentes et très fiables. Super, on bosse avec ça. Parfois, on a des trucs pas très récents, pas très fiables. Peut-être qu'il faut faire une recherche de fond. Peut-être qu'il faut croiser aussi plus de méthodes. Donc, on va toujours adapter. Mais en tout cas, ça, c'est vraiment quelque chose qui est du ressort du rôle plus de UX Researcher qui va faire cet assemblage de méthodes pour ensuite formaliser ça. Donc, on parlait de personas avant. Ça peut être des personas, ça peut être des parcours, mais en tout cas des livrables faciles d'accès. Donc, ça, c'est vraiment très important dans cette notion de collaboration projet. Il ne s'agit pas d'avoir des spécialistes qui font un truc de spécialistes dans leur jargon. Il s'agit de dire, voilà, on a fait tout ça, on a passé, je ne sais pas, 2 mois à faire de la recherche dans tous les sens, dans plein de pays, dans plein de langues, avec plein de profils différents. Mais ensuite, clac, il y a une espèce de résumé, une synthèse facile à comprendre, facile à communiquer, qui reprend les éléments principaux, qui doivent inspirer les différents membres de l'équipe, qui ne sont pas eux ou elles spécialistes UX. C'est ça qui est super important. C'est vraiment quelque chose qui doit être utile et qui doit permettre de créer, de co-créer même cette vision qui permettra la conception et la recherche de solutions. Et justement, en parlant de vision, de recherche de solutions, c'est vraiment là où on se trouve. Comme j'ai dit, je vais passer un petit peu moins de temps sur cette partie-là. Mais en tout cas, ce qui est vraiment caractéristique de l'approche UX, c'est la conception itérative. Donc, on n'est pas du tout hein, dans le waterfall standard, on fait un truc, ensuite on passe à la phase suivante, puis on n'y touche plus. On est vraiment dans la recherche de solutions. On va explorer les choses. Donc, on propose, on évalue, on corrige, on évalue, on refait. Donc, on parle de cycle, de prototypage, de test. D'ailleurs, les premiers éléments de la conception ne sont pas directement des écrans. On doit travailler selon l'architecture d'information, comment est-ce qu'on organise les informations, comment est-ce qu'on les nomme, quel est le bon niveau de jargon. D'ailleurs, il y a un rôle aussi hein, qui est celui de UX Writer, c'est trouver les bons mots pour simplifier la compréhension par l'externe. Ensuite, la définition des cinématiques. Comment est-ce que cette tâche
sera réalisé? Est-ce qu'on fait tout? Je reprends mon exemple d'une démarche administrative, hein, vu que c'est le sujet. Est-ce que mon questionnaire, mon formulaire, je mets tout sur une page? Parce qu'on va dire, bah, c'est plus simple, il y a moins de clics, tout sur une page. Ou est-ce que j'ai dit, oui, mais peut-être c'est mieux de saucissonner ça, et puis de faire des thèmes, et puis de faire un petit wizard en faisant 4 pages différentes, avec des pages avec des thématiques qui sont bien distinctes. Donc, oui, mais ça fait des clics en plus. Oui, mais peut-être que le focus d'attention sera aussi plus adéquat. Donc voilà, il y a la question de comment est-ce qu'on organise tout ça. Ensuite, bien sûr, la question de mise en page, d'univers graphique, etc., qui va se rajouter à tout ça. En tout cas, c'est vraiment quelque chose d'itératif qui se construit petit à petit avant d'avoir quelque chose qui soit prêt à être développé. Donc, ce qui veut dire aussi que dans ces phases-là, vous voyez que même si on passe en phase de conception, il n'y a pas juste des UX designers qui sont impliqués, il y a aussi le côté recherche qui est là pour faire ces tests et puis pouvoir apprendre de ce qui marche ou ce qui ne marche pas, et surtout le pourquoi, pour pouvoir améliorer les propositions et puis itérer jusqu'à avoir quelque chose d'assez final. Et bien sûr, c'est là où le rôle de la validation BA métier revient en avant, parce que avant de faire développer ça, d'ailleurs, chaque itération, dans les projets, on a appliqué ces différents rôles pour dire, bah, voilà ce qu'on a pris nos utilisateurs, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est évidemment qu'on travaille avec des contraintes. C'est naïf de dire, on va demander à nos utilisateurs ce qu'ils souhaitent, puis on va construire ça. Pas possible. Donc, il y a des contraintes organisationnelles, de budget, de positionnement, de plein de choses, sans parler des contraintes FINMA, hein, si vous travaillez dans le monde de l'assurance et de la finance, des choses que vous êtes obligé de faire, des choses que vous ne pouvez pas faire, des choses que vous devez montrer, etc. Donc, c'est plein de contraintes. Donc, on est toujours en dialogue avec des experts métiers qui, eux, maîtrisent ces règles pour dire, est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que c'est permis déjà par la loi? Ou est-ce que c'est souhaité par la direction de communiquer, je ne sais pas, de manière plus transparente sur ça, oui ou non? Donc, on est toujours en confrontation, c'est peut-être un mot négatif, mais en tout cas en dialogue, pour faire remonter cette voix de l'utilisateur ou du client, pour trouver quelque chose qui tienne la route et puis qui corresponde à ces deux visions-là. Quand on parle de collaboration aussi entre BA et UX, il y a une tendance qui a pris place ces dernières années aussi. C'est celle, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, de la démocratisation de l'UX. Qui a déjà entendu parler de ce terme? Quand on parle de démocratisation, ça veut dire qu'on va partager cette façon de faire. Déjà, il y a une question un peu du mindset, hein, de la philosophie, voire des outils. On va partager ça à des non-spécialistes. On verra un petit peu les avantages ou les risques de cela. Mais peut-être on peut s'arrêter déjà sur le mot qui peut porter à confusion, parce que démocratisation, c'est quelque chose qui est connoté assez positivement dans le nom. Démocratie, c'est super. En revanche, ça ne veut pas dire que c'est une potion magique et que tout doit ou peut être démocratisé. J'ai entendu parler de cette expression de design by committee. Un design, le design d'un produit, d'un service, ce n'est pas quelque chose de démocratique. Il faut un lead, il faut quelqu'un qui dise, OK, ben, j'ai les données, j'entends tout le monde, mais il faut prendre des décisions pour avancer. Sinon, ça peut pas être quelque chose qui est fidèle à l'humain. Il y a l'exemple du chameau aussi, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. On dit qu'un chameau est un cheval qui a été designed by committee, parce qu'il répond à plein de specs. Hein. Au fait, bah, c'est plus un cheval, mais voilà. Donc, quand on parle de démocratisation, justement, c'est intéressant, c'est cet aspect, justement, quand on dit diffuser les compétences. Je parlais de mindset, parce que le côté vraiment philosophie, avant même de maîtriser des outils, c'est de se rendre compte, de se dire, ah ben oui, c'est évident qu'il faut que je comprenne mieux ce côté-là. Donc, l'état d'esprit, le diffuser dans une organisation au-delà des seuls spécialistes. Et tout ça, en fait, se fait dans un but d'accroître
ce qu'on appelle la maturité UX, la maturité design d'une organisation. Voilà un modèle qu'on utilise, hein, ces différents piliers. Et quand vous regardez un petit peu la littérature de ce qui se fait, voilà des exemples un peu en vrac d'initiatives que peuvent mettre en place des organisations pour encourager justement cette façon de penser et de faire les choses. Donc forcément que ça peut, comme on le fait, organisations. Commencer par la formation, du mentoring, du coaching, mettre à disposition justement, on le verra dans un moment, des guides, des recueils de bonnes pratiques, des choses comme ça. Il y a certaines méthodes aussi collaboratives, design thinking, design sprints, qui obligent aussi à constituer des équipes multidisciplinaires. Donc, vous voyez qu'on a aligné avec ce qu'on avait dans la norme ISO avant, pour que chacun participe, qu'on crée ça, mais dans un esprit de, il faut on intègre également dans toutes nos décisions cette vue de l'utilisateur externe, enfin final, ou du moins, en plus de nos besoins métiers internes. Et pour être un peu plus concret, ça c'est juste des exemples d'initiatives, pour être un peu plus concret, il faut juste mettre le focus sur deux éléments. Le premier, on peut l'appeler UX Playbook, c'est une expression un petit peu à la mode, mais en gros c'est un guide ou un recueil de bonnes pratiques qui peut vraiment centraliser justement les différents éléments UX pour un projet. Ça peut être des guidelines, des façons de faire, de l'aide méthodologique, de l'aide à la décision, par exemple. Ça peut être des templates, donc quelque chose de très opérationnel. Quand vous allez voir des parties prenantes, blablabla, voilà les questions qu'il faut poser à chaque fois. En fait, des templates. Donc, ça peut vraiment aider. Il y a plein de choses que vous pouvez acheter en ligne aussi. Hein, ça, c'est vraiment UX Research Toolkit avec plein aussi de templates. Il y en a plein, mais c'est quelque chose que, évidemment, quand on le fait pour une organisation, qu'on adapte, qu'on intègre et qu'on diffuse. Donc, les avantages, déjà, il y en a pas mal. C'est que ça permet d'une part, centraliser ce qui peut se faire déjà. Parfois, il y a des activités qui sont faites sans gouvernance centralisée. Hein, donc, il y a des gens je sais pas, qui sont intéressés par ça, qui font des activités UX, mais sans forcément le nommer ou en faire la publicité. Ils le font. Ils le font ici, ils le font là, ils le font là. Mais sans qu'il y ait une communauté de pratique un peu formalisée. Donc, là, ça permet de centraliser ce qui se fait et ce qu'on pourrait, voire devrait faire si on veut être aligné avec les bonnes pratiques. Ça devient un référentiel commun aussi, de dire, voilà, nous, dans notre entreprise, en termes de qualité projet, voilà ce qu'on est censé faire dans les différentes phases. On est obligé de passer par là, on est obligé de tester une fois ici, on est obligé de tester une autre fois un peu plus loin dans le processus. Et ça peut vraiment guider à un niveau opérationnel. Donc, c'est non seulement un peu la vision, la philosophie dont je parlais, mais ça a vraiment une vocation d'être un guide opérationnel avec des templates. On parlait justement d'aide à la décision méthodologique en disant, en fait, au début de mon projet, je ne connais pas très bien mes utilisateurs. Je fais quoi? Est-ce que je fais une enquête, je fais des entretiens, je fais des tests. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire. Je fais du focus group. Voilà. Si je suis à la fin de mon projet et que j'ai un prototype, est-ce que je vais faire des focus group? Mauvaise idée d'un point de vue méthodologique, mais c'est le genre de questions qu'on a régulièrement où voilà, nos clients ne comprennent pas trop la différence entre ces méthodes. Ils disent oui, il faut qu'on organise un focus group pour tester la nouvelle version du site. Voilà, donc ça nous fait un petit peu mal aux oreilles d'entendre ça. En tout cas, ça, c'est vraiment les avantages d'un playbook. En revanche, bien sûr qu'il y a des limites. Ça ne va jamais remplacer l'expertise et l'expérience des spécialistes, évidemment, mais ça peut aider. Ça peut aider un petit peu dans justement cette diffusion de l'approche, et surtout, ça peut aider quand vous n'avez pas ou peu de spécialistes in-house. Il y a d'ailleurs, ce mouvement-là vient des États-Unis, où à un moment, pendant le Covid, etc., il y avait vraiment aussi une grande difficulté à recruter des spécialistes UX. Donc, en fait, il y avait beaucoup de boîtes qui avaient des besoins énormes de mieux connaître les utilisateurs, le contexte, blablabla, tout ça, mais ils n'avaient pas les gens. On ne peut pas ne pas le faire. Donc, on va le faire un peu avec les moyens du bord,
d'où ce mouvement un petit peu de dire, au fait, faire des entretiens avec les utilisateurs, peut-être pas tout le monde peut le faire, mais on peut former des gens à faire un travail convenable, acceptable, qui soit mieux que de ne pas le faire du tout. Mais bien entendu, pour créer tout ça, il faut aussi des spécialistes. On parle de gouvernance, que quelqu'un ait le ownership de tout ça. C'est pas un document qui est rédigé, qui est publié, puis voilà. C'est quelque chose qui doit vivre, qui doit évoluer. Donc, il y a aussi des mises à jour. Il faut aussi être user-centric pour la création de ce document-là. Et bien sûr, ça inclut aussi des nécessités de faire du coaching ou du mentoring autour de la méthode pour des gens voilà, qui souhaitent se lancer dans une méthode qu'ils n'ont jamais fait. Bah, c'est peut-être pas suffisant de lire 3 pages à 4 sur une méthodologie. Ils ont besoin de pouvoir parler avec quelqu'un de se faire mieux. C'est intéressant aussi, le dernier point ici, si on est BA et puis qu'on travaille sur un besoin exprimé par le métier, puis je sais pas, on a un avis fort là-dessus. Peut-être que si c'est la même personne qui fait de la recherche utilisateur, il y a peut-être un biais de confirmation qui va faire que vous allez faire en sorte de peut-être seulement ramener des éléments qui vont dans le sens de votre hypothèse. Bah, tu vois qu'elle était bonne mon idée, parce que les gens, ils ont dit que... souvent, quand il y a vraiment des spécialistes qui font la recherche à part, on a vraiment une approche très neutre, parce qu'on n'a pas d'enjeu direct dans le projet. Donc, on peut justement dire, OK, je comprends que vous souhaitiez faire ça, mais nous, ce qu'on entend et ce qu'on observe, c'est que les gens ne comprennent pas du tout et ils ont notre besoin. Donc, on peut vraiment avoir une discussion, confronter des vues et trouver une solution. Et s'il y a plusieurs casquettes sur la même personne, bah, il y a moins cette confrontation, cette recherche de solutions. Un deuxième focus que je voulais faire, plutôt sur le diamant de droite, donc en phase de conception. Vous avez sûrement tous entendu parler de design system, hein, qui permet à nouveau de centraliser énormément de connaissances autour des approches design. Donc là, dans cet exemple ici, on voit des composants comme les cases à cocher, il y a les patterns, comment on va construire des bouts de pages, ensuite des pages entières, etc. Donc, c'est quelque chose si on fait bien les design systems, il n'y a pas uniquement ça, il y a toutes les guidelines qui vont avec. Donc là aussi, il y a de l'aide qui peut guider les gens en disant, bah, si vous avez, je sais pas, X choix, bah, prenez plutôt des boutons radio plutôt qu'un menu déroulant. Voilà, donc c'est des règles, des guidelines comme ça, qui sont vraiment, une fois de plus, très concrètes, très opérationnelles. Donc c'est quelque chose qui, dans notre expérience aussi, peut aider cette collaboration BA-UX. Parce que quand on met en place, quand on aide nos clients à développer leur design system, en fait, très souvent, il y a des BA qui disent, ah, mais en fait, c'est chouette parce que du coup, ça me donne accès à ce genre de langage visuel, et puis je peux directement traduire les besoins fonctionnels en maquette, de façon assez simple. Donc ça, effectivement, c'est juste, ça devient accessible à des non-spécialistes en disant, bah, en fait, à nouveau, si je prends l'exemple de ma démarche en ligne, en fait, les démarches, il y a peut-être 2-3 types de démarches. Je peux facilement copier-coller, prendre un template et dire, ah, mais c'est un petit peu comme celle-là, puis je l'adapte, puis ce sera bon. Justement, quand on décline les modèles, bah là, en fait, la personne elle peut être assez vite autonome. Et puis, un avantage certain, c'est vraiment cet avantage dans la communication, parce que on sait que communiquer de façon visuelle, bah, c'est quand même beaucoup plus clair et simple que d'avoir un document de spec textuel. Donc, on peut revenir vers les parties prenantes en disant, oui, c'est ça que vous avez en tête, oui, non, etc. Mais surtout, c'est un élément très important dans la communication avec les UX designers. Et très souvent, en UX, quand on travaille avec des BA qui font des maquettes ou des protos, on ne va pas prendre les choses au pied de la lettre. On va dire, OK, j'ai compris que toi, tu as communiqué tes besoins sous cette forme-là, et je les comprends mieux. Merci. En revanche, ce n'est pas un travail de UX designer. Donc, on va refaire un travail pour rendre ça conforme à des principes de design, des guidelines, etc. Et aussi conforme à peut-être d'autres processus dans l'écosystème de l'entreprise.
Et c'est ce qu'on voit un petit peu dans les limites de l'approche. En fait, les analystes, en général, ne sont pas des designers, en général, pas d'une exception. Et puis, il y a peut-être ce risque aussi de peut-être trop vite sauter dans la solution. Vous vous souvenez, j'ai bien insisté avant sur les deux temps, la bonne connaissance de la problématique et puis la recherche de solutions. Et d'avoir ce genre d'outil-là, peut dire, tiens, en fait, clac, je vais tout de suite penser solution, et puis peut-être un peu négliger soit la phase de recherche, ou même si elle a été faite, peut-être un peu ignorer ce qui a été fait, et faire un design qui a l'air sympa, même si, de nouveau, c'est très subjectif, c'est moi qui le trouve sympa, mais peut-être qu'il ne va pas être perçu comme utile et utilisable par les personnes qui vont véritablement l'utiliser. Exactement, ce design sympa et propre, c'est un peu un risque aussi, parce que si votre design system il est bien fait, vous allez pouvoir designer assez facilement des choses qui ont l'air très propres. Et il y a deux risques liés à ça. C'est que si vous passez en test utilisateur, les personnes vont être moins peut-être enclines à critiquer votre design parce qu'il a l'air un peu trop final. Ils vont dire oui, c'est très bien, ce qui n'est pas utile, parce qu'en fait, vous avez besoin de gens qui disent oh non, c'est pas logique, etc. Donc, on aime bien travailler avec un niveau de fidélité un peu moindre. D'ailleurs, il y a beaucoup de BA qui bossent avec Balsamiq. Je ne sais pas si ça vous parle, Balsamiq, qui est beaucoup plus facile en termes de prise en main et qui, surtout avec le style un peu dessiné à la main, c'est évident que c'est un schéma, c'est un concept. Et ça fonctionne hyper bien quand vous voulez valider un peu des gros concepts de base et des approches. Et justement, ce design un peu propre, en fait, si on ne fait pas attention, boum, ça peut passer en développement parce qu'en fait, tout est déjà spécifié. Et s'il n'y a pas ce check avant par quand même, justement, cette gouvernance UX, c'est un peu dangereux. Donc, il faut être quand même conscient de ça, que ce n'est pas magique et que ce n'est pas l'outil qui va faire des personnes qui l'utilisent des bons designers. Ce n'est qu'un outil. C'est comme Word. Vous n'allez pas écrire le prochain Harry Potter parce que vous avez utilisé Word. Ce n'est qu'un outil. Le côté vision globale est important aussi. C'est que si vous travaillez sur des lots de fonctionnalités, en fait, vous allez être focalisé souvent là-dessus. L'utilisateur, si on prend un exemple qu'on connaît bien aussi, c'est les portails clients, on va dire, dans le monde de l'assurance. Si vous travaillez sur une autre fonctionnalité, en fait, il y a déjà un contexte qui existe. Le portail, il existe déjà peut-être, et vous rajoutez quelque chose. Et le client final, lui, va se loguer, il va tomber sur sa page d'accueil, il va pouvoir aller à gauche, à droite. Donc, il faut que ce que vous rajoutez corresponde, soit cohérent avec le reste de l'expérience. Donc là aussi, il faut être un petit peu détaché du niveau granulaire de votre petit lot ici pour s'assurer que l'expérience globale soit cohérente et que ce ne soit pas un patchwork de différents bouts faits plus ou moins proprement, à nouveau avec un design system, mais avec peut-être un jargon qui change, une terminologie qui change, des choses incohérentes en termes de quand on demande quoi dans des formulaires. Donc, il y a plein de choses comme ça qui doivent être quand même validées par souvent quelqu'un d'indépendant et souvent par un spécialiste également. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal de potentiel quand même pour cette démocratisation en ouvrant ces méthodes, en ouvrant ces outils, mais toujours un caveat qui dit c'est pas magique, s'il y a des spécialistes, c'est pas pour rien. Donc, on peut vraiment aller un pas plus loin, plusieurs pas plus loin, mais avec cette gouvernance qui est vraiment nécessaire pour garantir en fait le succès du projet. Ouais. Ok, très bien pour ça, mais juste comment, aujourd'hui, nous, on passe pas mobilière, mais comment on intègre en fait l'UX sans, entre guillemets, tout révolutionner. Parce que là, on va arriver, ok, ça fait quand même pas mal de choses si on veut cadrer pour que ça joue. Ouais. Après, comme vous dites avant, il y a des contraintes, il y a des choses qui existent. Et là, j'ai l'impression que c'est quand même un peu, ça me paraît presque compliqué de dire, ok, demain, on va acheter de l'UX.
comment on le fait sans vraiment faire un gros changement. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. L'avantage, c'est que c'est pas une nouvelle méthode, c'est quelque chose qui s'applique, qui s'intègre en fait aux différentes méthodes que vous avez. Donc, je pense que c'est bien de être au clair sur comment les processus se déroulent dans votre entreprise, qui fait quoi quand. Et le côté, on va dire, plus tactique, hein, parce qu'on peut faire différence entre le stratégique long terme et le tactique. Le plus tactique, le plus à nouveau opérationnel et concret, c'est de commencer par ces phases d'évaluation, notamment de test, pour avoir vraiment cette vision utilisateur externe très concrètement sur peut-être un existant, sur une maquette, etc. Ça vous permet vraiment d'affiner vos designs. Si vous arrivez à affiner vos designs parce que vous avez des gens, tant mieux. Sinon, bah, le deuxième rôle, ça peut être un UX designer qui va pouvoir appliquer toutes ces bonnes pratiques et puis assurer la cohérence. Donc, c'est une bonne question parce que c'est clair que on va aucune boîte qui passe de 0 UX à 100% UX. Donc, il y a forcément, justement, parler de maturité à différentes étapes là-dedans. Mais souvent, c'est vrai que la recherche de fond, je peux parler de persona et tout ça, ça vient peut-être plus tard dans un cadre un peu plus stratégie long terme. Parce qu'en fait, une recherche utilisateur bien faite, elle peut bénéficier à plein de projets différents ensuite. C'est pas juste un projet qui fait sa recherche pour son projet, puis ensuite l'autre projet il fait sa recherche pour son projet. On peut vraiment faire quelque chose d'un peu plus complet. Donc voilà comment je recommanderais de commencer par quelque chose de vraiment très concret parce que vous verrez que c'est un petit peu le sujet d'ailleurs de la mise en pratique tout à l'heure. C'est très rapidement de pouvoir se rendre compte de la perspective de quelqu'un qui n'est pas nous, parce que dans la boîte, ben, on voit le jargon de la boîte, on connaît les procédures, donc en fait, on ne se rend plus compte que ça peut être compliqué pour quelqu'un d'autre. Et si on a régulièrement ce reality check qui dit, mais vous faites ça, là, les gens ne comprennent pas ce truc. Ah oui, il faut qu'on travaille là-dessus, on change quelque chose. Ah, là, ils comprennent. Cool. Vous voyez que c'est très concret, pas très compliqué, mais il faut le faire, parce que sinon, vous allez rester dans votre, je veux dire, la sauce interne, qui n'est pas forcément la meilleure. Et dans ce cas-là, du coup, c'est intéressant d'avoir, de ce que je comprends, alors forcément, une ou plusieurs ressources dédiées, que d'avoir un rôle un peu hybride. À nouveau, très bonne question, parce que effectivement, c'est souvent le cas dans les organisations qui commencent. D'ailleurs, j'avais une capture d'écran que je n'ai pas intégrée au final. Une petite parenthèse, mais c'est lié à cette question-là. Il y a quelques semaines, vous avez peut-être vu passer sur LinkedIn une annonce d'une boîte à Genève qui recrutait un business analyst UX UI. J'ai vu passer ce truc, j'ai lu ça, je dis, oh my god, qu'est-ce qui est dans là-dedans? Donc, en fait, vos activités de consultant UX UI, donc c'était tout ce que j'ai décrit en recherche, plus tout le côté visuel. Ensuite, il y avait tout le bloc en tant que business analyst. Bon, il y a tout ce qu'on fait en business analyst. Ils ont même rajouté un bloc. Et si vous êtes développeur, vous faites. Oh, je sais pas, la personne qui a rédigé ça, elle n'a aucune connaissance ou c'était naïf de dire oui, je trouvais une personne pour faire tout ça. Après, il y avait une erreur de frappe, il y avait Sigma ou Exactement, c'était ça. C'est pas une personne Oui, qui oui. fait le métier. Exactement, c'était il faut que la personne pour le design maîtrise le logiciel Sigma. Sigma, effectivement. Donc oui, oui, vous l'avez vu ce truc. Est-ce que vous avez la même réaction que moi? UX designer avec business analyst avec développeur, là, c'est vraiment l'idéal pour faire un projet tout seul. Ouais. Il y a besoin de personne. Surpris qu'il n'y ait pas la chefferie de projet en plus. Alors, ils ont fermé parce que je vais reprendre une capture d'écran, puis ils n'acceptent plus de postulation. Donc, en tout cas, ils ont assez de personnes qui. Bon. Mais si on revient au début du web, vous vous souvenez, il y avait un rôle, webmaster. Personne faisait tout, hein, design, base de données, etc., coder. Et dans les équipes qui sont, ou des boîtes qui sont assez basses en termes de maturité UX, bah, ça peut commencer par une personne qui a un profil hybride. Ça existe, hein, des personnes qui font du design et de la recherche, mais peut-être quand même plus l'un que l'autre, parce que c'est quand même un peu des parties du cerveau différentes qui entrent
en matière, quand on fait de l'analyse poussée, approfondie, selon toutes ces méthodes-là. Ensuite, du design très fin, mais ça se trouve. Donc, les profils hybrides généralistes, ils existent et ça pourrait être aussi un point d'entrée, justement, pour faire ces activités que j'ai décrites, qui sont des tests, et puis ensuite très vite prototyper des solutions. Pour combler, hein, si on revient à ma toute première slide, quand pour l'analyse, conception, implémentation, donc c'est vraiment ce lien entre l'analyse complétée par l'analyse des utilisateurs finaux avec ces traductions selon des principes UX vers la conception. D'autres questions? Quand on a des systèmes d'information qui ont 15-20 ans, et les utilisateurs, ça fait 15-20 ans qu'ils utilisent, alors effectivement, c'est hyper moche, hein, c'est une annette. Quand on arrive là, comment ils arrivent à utiliser ça, hein, même en tant que business analyst, on n'est pas du tout spécialiste en UX, on n'est absolument pas user-friendly, mais quand on leur propose quelque chose d'un peu plus user-friendly, ah non, mais nous, on veut notre bouton là, super moche, ça veut juste écrire pour nous. Des fois, on se retrouve un peu ça l'inverse, c'est carrément l'utilisateur final qui, lui, est tellement habitué à son bouton et puis à sa barre de menu de bouton, qui, des fois, pour nous, quand on démarre, on ne comprend rien. Et comment est-ce qu'on essaye de faire un big bang puis dire, bah non, on va faire quelque chose d'un peu plus mieux, ou on accepte ça et on revient un peu à ce mode. On les laisse dans le système AS400. Donc déjà, ça prouve une chose, c'est que parler de système, est-ce qu'on devrait faire un système user-friendly? En fait, la user-friendliness, à nouveau, c'est subjectif, ça dépend du rôle, du contexte, etc. Les personnes dans ce métier qui travaillent 8 heures par jour qu'un logiciel ne sont pas le même contexte d'utilisation du logiciel qu'une personne qui doit se loguer une fois par an pour déposer sa déclaration d'impôt sur le site de l'État. C'est des contextes très différents. Et dans le premier contexte, l'efficacité, elle est clé. La navigation clavier, par exemple, des choses comme ça, le multifenêtrage. Donc là, on ne peut pas juste prendre les mêmes concepts, les mêmes bonnes pratiques qu'on connaît dans nos sites web, etc., grand public, et dire, tiens, mais au fait, leur truc AS400, c'est moche, on va leur mettre des trucs à la Google, qui fait des choses bien, hein, matériel design, etc. Peut-être que ce n'est pas la meilleure solution. Mais il y a aussi, donc c'est vrai, hein, c'est quelque chose qu'on voit souvent, c'est le rejet. Ils sont tellement habitués qu'il y a une peur du changement. Donc déjà, ce que ça veut dire, c'est que quand on fait ce genre de projet, il faut aussi planifier une activité de gestion du changement. Et le fait de vraiment faire de la conception centrée utilisateur en les impliquant, au fait, ça permet aussi de déclencher quelque chose parce que il co-crée la solution du futur plutôt que de dire non, votre truc, on le remplace, boum, à partir de demain, vous allez travailler avec ça. Il n'y a pas dans la philosophie non plus de la conception vraiment centrée utilisateur. Donc, il y a quand même moyen d'aller plus loin. D'ailleurs, un argument aussi, c'est que il y a des gens qui travaillent, je sais pas, pendant 20 ans avec un logiciel, mais peut-être des nouvelles personnes qui vont arriver. Les Gen Z qui arrivent dans le monde du travail, ils voient ça, eux, ils ne vont pas accepter ce genre de logiciel. Donc, il faut aussi anticiper les nouveaux utilisateurs qui auront ce rôle-là et pas dire parce que j'ai 3 personnes, ça fait 20 ans qu'elles sont là, elles veulent toucher à rien, que de dire, ah bah du coup, on va toucher à rien. Sans que ça puisse résoudre des problèmes. Business, d'une part, hein, parce que parfois, il y a des refontes. Dans le déclencheur, c'est uniquement un problème de migration technique. Il faut changer la technologie. Voilà. Ensuite, peut-être que d'un point de vue business, il y a des nouveaux besoins. Ensuite, il y a ouais. Ça, je partage totalement ça aussi, tu me connais par rapport à ça. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une culture qui subsiste toujours, quoi. Donc, idéalement, on voudrait effectivement que le système s'adapte au comportement de l'utilisateur, quoi. Mais pratiquement, on n'a pas tenu compte effectivement de ça, sauf pour les gros éditeurs qui effectivement étaient dans un environnement concurrentiel, qui faisaient du lab, qui observaient le comportement des utilisateurs depuis très longtemps, que ce soit Microsoft, avec plein de choses, quoi. Et en fin de compte, on est venu avec des design systems
qui était plus ou moins bien pensé, avec son genre de graphique d'ailleurs, quoi. Et pour finir, bah, c'est l'utilisateur qui s'adapte au système, quoi. Et aujourd'hui, quand l'utilisateur est adapté à un système et qu'on veut effectivement inverser complètement le paradigme, c'est loin d'être aussi simple que ça, parce que non seulement il faut l'impliquer, quoi, mais il faut aussi qu'il voie, je dirais, la valeur ajoutée, cette démarche-là. Parce que tu prenais le cas des back-office qui travaillaient avec des systèmes en mode caractère et qui étaient très performants. Ils ne voyaient pas l'intérêt de se retrouver à cliquer sur des boutons, d'avoir des têtes dans tous les sens et tout, si c'est juste pour, je dirais, exécuter une transaction, quoi. Ils ont dit, c'est que la transaction s'exécute de manière fiable, rapidement, quoi, puis tu ne perds pas de temps à chercher le pourquoi du comment. Il faut que c'est d'ailleurs sur les vieux systèmes, là, je reviens à ce que disait Elisabeth, on a vraiment cette culture de l'utilisateur qui s'est adapté au système. Et de l'efficacité, je crois que ça, c'est le clé, parce que ces personnes peuvent traiter 20% de dossiers en moins parce qu'on a changé le système, ben, personne ne sera content. C'est ça. Ni ces personnes, ni le business, en fait. Le design système, il doit être complètement orienté différemment selon le contexte, quoi, puis selon l'utilisation finale. Oui, c'est ça qu'on ne peut pas juste prendre, comme j'ai dit, quelque chose qui marche bien pour, je sais pas, un site web d'information, et puis de transposer ça directement pour une application interne métier de ce type. Et justement, le contexte est clé des usages. D'ailleurs, ça c'est aussi une limitation là, c'est que les design systems, ils sont là pour bien décrire les cas les plus typiques, mais il y aura toujours des exceptions. Donc quelqu'un qui n'est pas spécialiste du design, s'il ne trouve pas la guidelines ou le template pour son besoin, soit il est bloqué, soit bricoler quelque chose qui n'est pas pertinent, soit voilà. Vous voyez qu'il y a toujours un besoin. À nouveau, c'est comme le document de tout à l'heure, c'est quelque chose qui doit vivre, qui doit s'enrichir et qui peut accompagner ça. Mais ça, c'est pas magique non plus. Pas pour les non-spécialistes. Juste là, si vous voulez encore un peu de temps pour la mise en pratique, je vais juste passer aux conclusions rapidement. Donc voilà, j'ai fait le spoiler tout à l'heure pour je parlais des façons de penser, la façon de gérer des projets entre ce qui va de l'intérieur vers l'extérieur, et puis ensuite les user-centric qui dit oui, mais c'est quoi l'expérience cible, et puis ensuite on va voir dans quelle mesure ça impacte ce qu'on doit nous livrer en interne. Donc vous voyez que c'est vraiment deux courants qui sont hyper complémentaires. Et quand on regarde de plus près justement cette collaboration BA-UX, on se rend compte que les BA qui sont sensibilisés à cette démarche-là vont pouvoir intégrer le plus en amont possible ces considérations de l'utilisateur final dans leur processus d'analyse. Donc peut-être même avant qu'une équipe UX normalement reçoive un brief. Donc vraiment sur la l'initialisation du projet même, le cadrage, etc. La collaboration, je pense qu'on en a bien parlé. Vous voyez qu'il y a énormément d'avantages à confronter ces vues, à les compléter en disant voilà nos besoins, voilà peut-être des contraintes réglementaires, voilà toutes ces règles avec lesquelles on doit travailler. C'est le quoi. Et puis ensuite, nous, on a aussi voilà, les attentes, etc., les besoins des utilisateurs, c'est l'autre quoi. Puis ensuite, on met tout ça dans un mixeur en tech, qui doit faire quelque chose qui tienne la route, qui soit conforme au standard design, aux bonnes pratiques, aux attentes, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est par définition collaboratif, mais ces échanges, ils sont vraiment clés. Et puis, pour ce qui est de la démocratisation, donc la dernière thématique dont on a parlé, ça aide vraiment à rendre plus accessible cette orientation client en disant « Ah, mais c'est pas mon job à moi, c'est eux, là, c'est les spécialistes qui font. » Et en fait, ça responsabilise un peu tout le monde en disant non, mais en fait, à chaque niveau de décision qu'on prend, mais ok, nous, on aimerait bien faire ça. Bien sûr qu'on aimerait augmenter le taux de conversion, on aimerait faire tout ça. Mais en fait, comment est-ce qu'on peut apporter justement de la valeur ajoutée à nos clients? Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre pour que eux, je sais pas, restent loyaux, etc. Donc, cette prise de responsabilité, elle est super importante. Et on parle d'accessibilité aux méthodes, donc on ouvre, on dit c'est pas quelque chose qui est juste à l'apanage des spécialistes et puis c'est hyper obscur et puis on vous dit pas ce qu'on a trouvé. D'ailleurs, dans l'exemple des personas, des parcours, vous voyez, c'est des
C'est des livrables qui ont vocation à être partagés. C'est vraiment pensé pour ça. Et bien sûr qu'on donne accès, on coach, on peut former. Mais ensuite, il reste aussi des spécialistes qui vont vraiment vous aider à faire des analyses de fond de façon un peu plus indépendante. J'en profite pour faire une petite annonce liée un peu à ça quand même. C'est que vendredi, c'était Black Friday. Donc, attention, j'ai une alerte de jeu de mots pourris qui arrive, vous êtes prêts? Donc, cette semaine, c'est là. J'ai osé, hein, désolé. Désolé. Mais c'est une bonne nouvelle parce qu'on donne des formations dans ce domaine. Donc, c'est une certification internationale qui parle justement de cette démarche UX pour les non-spécialistes. C'est vraiment la thématique. Donc, on parle ça dans le domaine du product management, la gestion de projet à un niveau. Les dates déjà 2024 qui ont été annoncées. Et puis, nous utilisons ce code jusqu'à la fin de l'année. Donc, on est gentil, c'est pas juste cette semaine. Si c'est encore réservé cette année-là, vous bénéficiez de 10% sur les prix qui sont affichés là. Je pense qu'on vous enverra un mail, que je peux prendre une photo de ça ou on communiquera sur ce mail-là. Pardon? Vous avez encore des rabais Black Friday, alors c'est bien. Ouais, c'est ça. Jusqu'à la fin d'année, c'est sympa. Pour vous, IBA.